Cette vidéo est réalisée en partenariat avec les éditions Hatier qui ont confectionné ce prépa-bac de grande qualité réalisé par des professeurs agrégés, mais je t'en dirai beaucoup plus dans la suite de cette vidéo. Je sais pas toi, mais moi, le plus souvent, j'ai tendance à considérer mes devoirs comme une corvée, comme une contrainte qui limite ma liberté intérieure. On fait une pause ? Ouais, carrément. Mais ne pourrait-on pas plutôt penser que c'est l'inverse ? Par exemple, que lorsque tu fais tes devoirs, tu as la possibilité de développer une liberté intérieure profonde et épanouissante. Intéressant, non ? Bref, tu rêves de savoir comment, en faisant tes devoirs, tu as la possibilité d'accroître ta liberté intérieure, et tu aimerais bien savoir ce qu'en pensent Kant, Rousseau, Sartre et tutti quanti sur la question. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout cela en détail. Tu es prêt à découvrir les secrets bien gardés de la liberté intérieure et du devoir moral ? Eh bien, allons-y. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je te propose, comme d'hab, de découvrir la définition de la notion, la problématique qu'elle sous-tend, l'enjeu de notre réflexion, car tu sais qu'en philosophie, on ne réfléchit jamais pour rien. Et enfin, on verra dans un premier temps en quoi le devoir restreint la liberté individuelle, mais qu'il est aussi la condition d'accès à la liberté. Et enfin, on verra dans quelle mesure on peut concilier devoir, liberté et épanouissement. Mais avant cela, je te rappelle qu'on édite des super kit-back et une super appli. Sur le kit-back, tu auras la possibilité de réviser le programme à travers 350 cartes de questions-réponses et des défis philosophiques, ainsi que des vidéos de méthodos inédites que l'on retrouve également sur l'appli. Et sur l'application de la boîte à bac, tu retrouveras les textes de toutes les vidéos, des fiches de cours et des mini-quiz, bref, tout ce qu'il faut pour cartonner au bac. Mais revenons à nos moutons et voyons ce qu'il en est de l'étymologie du terme devoir. Le terme devoir trouve son origine dans le latin debitum qui signifie dette ou obligation. Il est également lié au verbe latin debere qui exprime l'idée de devoir ou d'être redevable de quelque chose. Le devoir désigne généralement une obligation morale, juridique ou sociale à laquelle une personne est tenue de se conformer. Lorsqu'il est moral, le devoir implique de se conformer à ce qui est bien. Lorsqu'il est juridique, le devoir implique de se conformer à ce qui est légal. Il implique des responsabilités envers soi-même, envers les autres et envers la société dans son ensemble. Par exemple, on a le devoir d'accomplir certaines tâches, mais aussi de respecter les règles et lois établies, ou encore d'assumer des responsabilités envers nos proches. En philo, le devoir renvoie à des obligations morales fondées sur des principes éthiques universels. De manière générale, le devoir moral se réfère à une obligation éthique qui guide nos actions et notre comportement envers nous-mêmes, mais aussi envers autrui, sur la base de principes éthiques universels ou de normes morales. Il contribuerait ainsi à éloigner l'homme de son animalité, mais aussi à son élévation et enfin à sa liberté. Hors de là découle une problématique possible et intrinsèque à la notion. En effet, comment le devoir, souvent perçu comme une restriction de la liberté individuelle, peut-il simultanément être considéré comme un moyen d'accéder à une liberté plus profonde ? Et l'enjeu de notre réflexion, c'est quoi ? L'enjeu réside dans la recherche d'une perspective qui envisagerait le devoir comme une source d'épanouissement et d'autonomie, offrant ainsi la possibilité d'accéder à une liberté intérieure plus profonde. Aussi, dans un premier temps, je te propose d'envisager en quoi le devoir restreint notre liberté. Le devoir moral implique donc des contraintes morales universelles qui limitent notre liberté individuelle. Il nous oblige à agir selon des principes éthiques universels indépendamment de nos désirs et de nos intérêts personnels. Ces principes moraux contraignent nos actions et restreignent notre liberté d'action selon notre propre volonté et nos propres inclinations. En gros, c'est un peu comme si ces principes éthiques agissaient comme un GPS moral dans ta vie. Comme si tu avais un petit guide pour t'aider à te comporter et qui t'imposait de renoncer à tes tentations destructrices pour agir. C'est comme s'il te disait « prends du brocoli et les hamburgers, bah t'oublies ». On retrouve cette idée dans l'éthique déontologique de Kant qui considère que le devoir moral est inconditionnel et universel. Pour Kant, une action est qualifiée de morale lorsqu'elle est effectuée
par devoir, indépendamment des conséquences, tout en étant désintéressé. C'est pour cela qu'on parle d'éthique déontologique. En effet, la moralité ne peut pas être soumise aux inclinations personnelles ou aux circonstances. Mais pour le philosophe, même si elle nécessite de sacrifier ses intérêts personnels et ses inclinations, les actions morales sont nécessaires pour préserver la dignité de la personne et l'autonomie de la volonté. Et à ce sujet, il faut rappeler ce qu'il nomme l'impératif catégorique. L'impératif catégorique est une règle universelle, inconditionnelle, indépendante de nos inclinations personnelles. Elle s'incarne dans la maxime suivante « Agis uniquement d'après une maxime que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». En gros, lorsque tu fais appel à l'impératif catégorique, tu te demandes qu'est-ce qui se passerait pour le monde si tout le monde agissait comme toi. Si le résultat c'est la mouise, eh bien tu renonces. Plus concrètement, si tu n'as pas d'argent sur toi, mais que tu as très faim, et que tu passes devant un étalage de pommes, tu peux être tenté de voler une pomme. C'est humain, c'est pas bien mais c'est humain. Bon, dans ce cas-là, tu fais appel à l'impératif catégorique et tu te demandes qu'est-ce qui se passerait si tous les gens qui étaient dans ta situation volaient des pommes. Ça serait la mouise. Ce serait peut-être la fin du commerce, voire même des tribunaux, vu qu'il y aurait tellement de jugements à rendre qu'on ne pourrait plus s'en sortir, que les juges seraient débordés. Donc dans ce cas-là, tu renonces. Moi je trouve que voler une pomme si t'as très faim, c'est pas immoral. Si t'as le choix entre juste mourir ou voler une pomme, tu pourrais voler une pomme, non? Ouais, alors là, la situation décrite, c'est pas tu vas mourir. Et quand bien même, j'ai envie de te dire que pour Kant, il est exclu de voler, il est exclu d'agir de façon immorale, il est exclu... Ah oui, donc lui, même si tu meurs, si tu fais quelque chose d'immoral... En fait, pour lui, la société ne peut pas fonctionner. Donc il préfère qu'il y ait un individu qui meure, plutôt que d'abîmer la société. Enfin, il ne le formule pas comme ça, mais il dit qu'en tout cas, c'est proscrit. Que l'action immorale n'est pas possible. Des fois, on ment pour protéger quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui va mourir dans 2 jours. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de lui dire? C'est pas sûr. Pour Kant, oui, il faut le dire. On parle de rigorisme kantien. Mais il faut rappeler que l'impératif catégorique se distingue d'un autre concept de Kant que l'on appelle l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique est, lui, conditionnel et repose sur la relation moyen-fin. Il nous dit quoi faire en fonction de nos désirs, de nos intérêts ou de nos objectifs particuliers. Par exemple, si tu veux réussir ton bac, l'impératif hypothétique te dit « étudie sérieusement ». Il est toujours formulé de la façon suivante, si tu veux X, eh bien fais Y. Plus concrètement, si tu veux maigrir, évite de manger les gâteaux au chocolat de mon fils. Hein, Ellie? Mais si tu veux exceller au bac, je te conseille vivement de te procurer ce prépa-bac réalisé par les éditions Hatier, dans lequel tu trouves tout un tas de choses exceptionnelles pour pouvoir réviser de fond en comble tout le programme de philosophie. On y trouve par exemple des repères. Un repère, moi j'adore travailler avec ce genre d'outils parce qu'à chaque fois que tu rencontres un philosophe, tu sais exactement à quelle époque il est et c'est toujours très important de comprendre la pensée d'un auteur dans le contexte dans lequel elle émerge. Tu trouveras aussi évidemment toutes les notions étudiées de fond en comble, des tests pour réviser tes connaissances, des vidéos pour réviser le programme, toute la méthodologie des dissertations et des explications de texte, des zooms sur des personnages importants que l'on peut citer dans les dissertations. Là ici on peut voir Ulysse et l'épreuve de la tentation, des dissertations et des explications de texte rédigées, des cartes mentales très utiles pour retenir les connaissances nécessaires. Bref, dans cet ouvrage, tu trouveras exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir réviser ton programme et viser la mention très bien, voire encore plus. Mais les choix basés sur le devoir moral peuvent aussi entrer en conflit avec nos préférences personnelles et notre égoïsme. Lorsque nous sommes confrontés à des choix moraux, il peut arriver que nos préférences personnelles soient en désaccord avec ce que notre devoir moral nous dicte. Dans de tels cas, nous sommes contraints de restreindre nos désirs personnels et de faire des sacrifices, ce qui restreint considérablement notre liberté de suivre nos inclinations personnelles. On retrouve cette idée chez Emmanuel? Non, pas lui. Pas lui non plus.
Non, là je vais te parler d'un autre Emmanuel, un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui considère que la responsabilité éthique envers autrui peut restreindre notre liberté individuelle. L'autre, en effet, nous impose un devoir moral inconditionnel qui transcende nos désirs égoïstes et nous engage à prendre soin d'autrui avant nous-mêmes. À ce sujet, Lévinas affirme « La civilisation commence quand tu donnes la priorité à l'autre sur toi-même ». Ou encore, après vous, cette formule de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Néanmoins, si pour certains le devoir est d'ordre universel et implique de ne pas tenir compte de nos intérêts personnels, pour d'autres, le devoir est l'occasion de nous libérer. Aussi, voyons donc maintenant comment le devoir conditionne notre libération. Le devoir moral, dans la mesure où il est l'occasion de cultiver nos qualités morales, est l'occasion pour nous-mêmes de développer une liberté authentique. Essentiel pour développer des qualités morales telles que la tempérance, la justice ou encore le courage, le devoir moral est l'occasion pour nous de développer notre épanouissement moral. Il nous permet de voir grandir en nous une liberté intérieure authentique en nous permettant d'agir avec nos valeurs les plus profondes. Aristote considère qu'agir selon des vertus morales est indispensable pour atteindre une vie éthique et une véritable liberté. En effet, l'exercice de ces vertus morales nous permet de nous libérer de nos passions déraisonnables et de vivre en accord avec notre raison, ce qui nous permet d'éprouver une liberté intérieure authentique. C'est en tout cas ce que semble démontrer Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, roman dans lequel Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan... Oui, ils sont 4 du coup, non? Les mousquetaires, ils sont pas 3, ils sont 4. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Oui, je sais, c'est absurde, mais c'est comme ça. Dans lequel donc les Trois Mousquetaires font face à de nombreux défis moraux tout au long de leurs aventures. Pour devenir de véritables mousquetaires, ils doivent en effet embrasser le devoir moral en développant des qualités telles que l'honneur, le courage ou encore la loyauté. Un pour tous et tous pour un. Et en cultivant ces vertus morales, les mousquetaires parviennent à se libérer des obstacles qui se dressent sur leur chemin, à agir en accord avec leurs principes et à développer en eux-mêmes une liberté intérieure en étant fidèles à leurs idéaux. Mais pour d'autres, le devoir moral n'est pas d'ordre universel, c'est-à-dire qu'il ne découle pas d'une maxime qui s'impose à tous. Mais au contraire, il est l'occasion d'éprouver sa singularité et sa liberté. Mais si cela vaut d'un point de vue moral, le devoir peut aussi être un outil précieux sur un plan juridique. En effet, le devoir de résistance peut tout à fait justifier le non-respect d'une loi qui contrevient à nos devoirs moraux. C'est en tout cas le point de vue de Thoreau qui a mis en lumière le concept du devoir civil de résistance. Le devoir civil de résistance stipule en effet la nécessité de refuser de se soumettre à une loi que l'on juge inique. Que l'on juge quoi? Inique, très injuste, qui manque gravement à l'équité. D'accord. Voilà, alors si tu veux, je donne aussi des cours de français. Si besoin, tu m'appelles, on prend rendez-vous. Merci. Dans la lignée de Saint-Augustin et présageant Gandhi ou Martin Luther King, Thoreau considérait que les citoyens se devaient de refuser d'obéir à une loi qu'ils considéraient comme injuste. C'est le premier à avoir théorisé aussi précisément le concept de la désobéissance civile, qui considérait qu'il fallait refuser d'obéir à une loi que l'on considérait injuste, et ce afin de laisser la priorité à sa conscience et éventuellement de contribuer à changer la loi. Dans son discours de la désobéissance civile, Thoreau écrit ceci: « La soumission aux lois iniques peut constituer un crime. La désobéissance devient alors un devoir envers soi-même, en même temps qu'un devoir civique. » Pour la petite histoire, sa théorie n'est pas restée à l'état d'idée, puisque Thoreau fut emprisonné en 1846 pour avoir refusé de payer ses impôts à l'État du Massachusetts, auquel il reprochait de commercer avec les États esclavagistes du sud des États-Unis. Et le serviteur qui n'obéit pas à son seigneur, celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Avec l'apport de Thoreau, on voit bien que le devoir est l'occasion d'affirmer son sentiment de justice, de s'extraire du déterminisme historique parfois injuste qui s'incarne dans les lois et de tenter de changer les obligations légales au niveau politique. Or, si appliquer son devoir peut s'avérer difficile, voire sujet à l'emprisonnement, le devoir moral peut être aussi l'occasion de viser un certain épanouissement.
Voyons donc maintenant s'il est possible de concilier devoir, liberté et épanouissement. Nietzsche s'est beaucoup interrogé sur la morale chrétienne et ses devoirs. Il faut, pour comprendre l'origine de la morale chrétienne, remonter à l'Antiquité. À cette époque, les maîtres étaient vus comme les bons et les esclaves comme les mauvais. Or, cette situation n'a pas tardé à éveiller le ressentiment des faibles, des esclaves, qui ont peu à peu voulu inverser les valeurs et souhaiter que les forts, les maîtres, soient vus comme les mauvais, les coupables, et que les faibles soient considérés comme les bons et les opprimés. Or, cette tendance pour le philosophe a fini par s'incarner dans la religion chrétienne, qui a fini par s'imposer et colorer tout un système de valeurs. Or, de ce constat découle l'idée que les devoirs moraux ont une origine impure, celle de la jalousie. Mais le philosophe ne s'arrête pas là, car à cela succèdent deux bonnes nouvelles. D'une part, le système de valeurs qui incrimine les forts est contextuel, et par conséquent, cela aurait pu être différent. D'autre part, donc, aujourd'hui, Dieu étant mort, l'avènement d'un être fort, qu'il nomme le surhomme, est possible. Or, le surhomme pour Nietzsche, c'est un être libre, animé par une vitalité extrême qu'il nomme la volonté de puissance, et non par le ressentiment et la jalousie. Et c'est ce surhomme qui va créer sa propre morale, ses propres règles, et donc ses propres devoirs. Mais si pour Nietzsche, le devoir de l'homme est bien d'exprimer sa propre subjectivité, sa propre créativité et sa propre singularité, le devoir est aussi pour les existentialistes non pas l'expression d'une contrainte extérieure, mais bien au contraire l'expression d'une subjectivité libre. C'est l'idée en tout cas que défendent les existentialistes. Selon Sartre par exemple, notre liberté est indissociable de notre responsabilité. Pour lui, le devoir moral nous pousse à être pleinement responsables et nous permet d'atteindre une liberté intérieure qui nous permet de définir pleinement notre existence, de lui donner un sens en nous affranchissant de tout déterminisme extérieur. Chez Sartre, en effet, on a le devoir d'assumer sa liberté, sa responsabilité, en faisant des choix responsables et qui sont l'occasion d'affirmer notre singularité. Ainsi, pour l'existentialiste, le devoir n'est pas le fruit d'une consigne militaire extérieure, mais au contraire, l'expression d'une subjectivité libre. Pour lui, l'homme de devoir est celui qui agit en fonction du meilleur de lui-même. Par conséquent, il n'y a pas qu'une seule façon d'agir de façon éthique, qui se conformerait à une règle universelle, mais bien au contraire, il y a autant de façons qu'il existe de subjectivité libre. Et c'est pourquoi, à la question « Que dois-je faire ?» Tout faire pour séduire Raya, ou au contraire m'engager pleinement dans la philosophie pour sonder les mystères de l'existence, Sartre te répondrait « Débrouille-toi ». Ok. Et pour finir, concernant les approches qui tentent de concilier devoir et épanouissement, je te propose d'entrevoir ce qu'est l'éthique conséquentialiste. Pour certains penseurs, la moralité d'une action s'évalue en fonction de son utilité pour la société et de son optimisation du bien-être pour le plus grand nombre. C'est l'idée que défend en tout cas l'éthique conséquentialiste de Mill et Bentham, qui considère la moralité d'une action en fonction de ses conséquences. Ainsi, d'un point de vue conséquentialiste, une action moralement juste est une action dont les conséquences sont bonnes et les conséquences sont le seul critère normatif. C'est ce qui fait dire à Mill, le bonheur n'est pas un but qu'on poursuit âprement, c'est une fleur que l'on cueille sur la route du devoir. Voilà, la vidéo sur le devoir est terminée. Je te propose en guise de conclusion de revoir les idées que nous avons vues dans cette vidéo. On a donc vu que le devoir moral est souvent perçu comme une restriction de la liberté individuelle, imposant des contraintes morales, universelles et parfois en conflit avec nos préférences personnelles. Cependant, il peut également être vu comme une source d'épanouissement et de liberté intérieure. En effet, en cultivant nos qualités morales, en inventant nos propres valeurs ou en étant responsable de nos choix, le devoir moral devient l'expression d'une subjectivité libre et nous permet d'accéder à une véritable liberté. Pour d'autres, la notion de devoir peut également nous inciter à chercher l'optimisation du bien-être collectif et contribuer ainsi à une société plus épanouissante. Ce qu'il faut retenir, c'est que plutôt que de le voir comme une corvée, on a tout intérêt à envisager le devoir moral comme un moyen de développer une liberté profonde et épanouissante, tout en contribuant au bien-être de tous. Dans cette perspective, le devoir moral devient une opportunité de grandir et d'élever notre conscience, nous rapprochant de la réalisation
de notre véritable liberté intérieure. Et dans cette quête de compréhension et volonté de bâtir un monde meilleur, naturellement Kant, Rousseau, Sartre et bien d'autres restent nos meilleurs guides. Voilà, c'est fini, je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour suivre nos prochaines vidéos. D'ici là, je te propose de découvrir les différentes éthiques que nous avons vues dans cette vidéo, mais aussi le sommaire, comme d'habitude, qui reprend le plan de notre réflexion. À bientôt! I'm not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my knees.